passe tout de suite à la deuxième. Oui, merci à tous nos intervenants pour leurs éclairantes interventions. Après cet état des lieux, nous allons nous intéresser à ceux qui font la loi, car son élaboration est naturellement condition de son caractère plus ou moins qualitatif. Pour cela, nous avons réuni une table de trois acteurs majeurs dans l'élaboration de la loi. D'abord, le législateur. On a entendu Axel Lemaire tout à l'heure. Nous parlerons avec Maître Philippe Houillon, député maire de Pontoise, avocat et ancien président de la commission des lois ici à l'Assemblée nationale. Ensuite, monsieur Éric Thiers, chef de la division du secrétariat de la commission des lois, nous parlera des administrateurs parlementaires, qui est une profession peut-être méconnue du très grand public, mais dont le rôle est absolument déterminant aux côtés des parlementaires dans l'écriture de la loi. Et enfin, monsieur Pascal Talon, qui est président de l'Association française des conseils en lobbying, nous parlera de son métier, des lobbyistes qui contribuent, heureusement ou malheureusement, à l'élaboration de la loi. Pour introduire cette partie, cette session, je passe immédiatement la parole à Philippe Houillon. Vous avez la parole. D'ailleurs, une pensée pour le professeur Guy Carcassonne, qui a tellement fait pour la qualité de la loi, qui a tellement combattu l'inflation législative, avec lequel j'ai un certain nombre de souvenirs de discussions passionnantes sur ce sujet. Donc je voulais le saluer et saluer sa mémoire, parce que malheureusement il nous a quittés aujourd'hui, en commençant ce petit propos. Alors la question qui m'est posée, c'est comment mieux légiférer. Bon. Donc la question qui vient immédiatement après, c'est est-ce qu'on légifère mal? Alors je dirais pas ça, je suis avec d'autres législateurs, donc je ne vais pas cracher dans la soupe, mais je suis parlementaire, député, vous l'avez rappelé, depuis maintenant 20 ans. Je suis à la commission des lois depuis 20 ans, je n'ai jamais changé de commission, il m'est même arrivé de la présider pendant un certain temps. Et c'est vrai que je constate qu'on légifère de moins en moins bien. Je ne dis pas qu'on légifère mal, mais on légifère de moins en moins bien, de mon point de vue, pour un certain nombre de raisons simples qui sont souvent du domaine du lieu commun, c'est-à-dire d'abord cette inflation législative avec une augmentation des textes de manière pharaonique, mais il y a des causes à cela. Il y a d'abord quelque chose que j'ai remarqué, c'est que la loi était partiellement utilisée comme un tract. Ça veut dire que quand il y a un événement qui émeut nos concitoyens et qu'on n'a pas de réponse, parce qu'il n'y a pas de réponse à tout, et que le politique veut quand même donner une réponse, alors il y a un projet de loi qui est déposé, car le politique pense que ce sera une réponse qui satisfera la population. Il y a 1000 exemples sous le précédent quinquennat. Là même, je vais intervenir mercredi soir sur un texte qui traite des rapports du garde des Sceaux et du parquet, que je considère totalement inutile parce qu'il ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes et redire des choses qui se passent déjà. Mais vous êtes pris dans le mouvement parce que ce ne serait pas politiquement correct que de s'opposer à la liberté du parquet, enfin, etc. On ne va pas traiter de ce texte. Et donc, on est pris dans la discussion. Donc, cette affaire de tract, vous avez l'influence européenne, ça a déjà été dit, donc je n'y reviendrai pas. Et puis vous avez aussi la vie, tout simplement, qui est de plus en plus complexe, de plus en plus technique, et qui nécessite d'y revenir d'autant plus souvent que la vie va vite, et elle va de plus en plus vite. Donc ça, c'est légitime que la loi soit modifiée. Puis vous avez des effets pervers du style de la surveillance des députés. Je m'explique. Non, mais je vous livre un constat factuel. Il y a des sites maintenant qui surveillent l'activité des députés, sûrement des sénateurs également, et puis qui notent les députés, qui les classent. Et moi, j'observe quelque chose, notamment en commission, pas que, en séance aussi. J'observe que de plus en plus de mes collègues arrivent avec un texte préparé, rédigé, qu'ils lisent parce que ça fait un point. Ça perd du temps,
souvent, il n'y a rien dans le texte, mais, enfin, pas toujours, mais et voilà. Et c'est la même chose pour les amendements. On fait des amendements parce que ça fait des points. Parce que on sait que sur le site, il y a plusieurs sites d'ailleurs, eh bien, le classement va être publié. Et puis, on sait, parce que c'est le cas, que dans les journaux locaux de chaque département, le Parisien fait ça tous les ans, par exemple, pour lui faire un peu de publicité, eh bien, il va y avoir le classement des députés du département en fonction des interventions. Il y a même une époque où les interjections en séance comptaient comme une intervention, et donc on entendait, c'est très bien, enfin on l'entend toujours d'ailleurs, voilà, etc. Bon. Donc il y a comme ça des évolutions avec des effets pervers. C'est bien de savoir ce que fait son député, moi je suis tout à fait pour. En même temps, ça aboutit, je le constate, à ça. La deuxième chose du diagnostic, c'est le facteur temps. C'est-à-dire que souvent, j'observe cette évolution de manière évidente, les textes et les amendements sont traités à la mitraillette. Mais quand je dis à la mitraillette, c'est à la mitraillette. C'est appelé les uns après les autres. Alors bon, il y a des raisons, il y a aussi des amendements d'obstruction, il y a un certain nombre de choses comme celle-ci. Et ce problème de temps, à mon avis, est extrêmement important, puisque vous avez à la fois une quantité qui s'accroît et beaucoup moins de temps pour traiter cette quantité. C'est donc évidemment la qualité qui en pâtit. Vous avez maintenant une session unique et vous avez, grosso modo, sur 3 jours, le travail de tout qui est organisé. Et je suis passé à mon bureau avant d'arriver ici, parce que moi j'aime bien les choses concrètes, et vraiment de manière totalement innocente, j'ai pris mon emploi du temps, mais qui est celui de tous mes collègues, ou de la plupart de mes collègues, demain et après-demain, pour bien concrétiser cette affaire de temps, cette affaire de qualité. Demain matin, il y a ici même dans cette salle, il y a la commission Cahuzac avec des auditions toute la matinée. En même temps, il y a des auditions sur la transparence de la vie publique à la même heure. En même temps, vous avez une réunion du groupe politique, des groupes politiques dans la matinée. Et puis mercredi, à la commission des lois, alors c'est vrai qu'il faudrait être plus complet que ce que je ne le suis, mais vous avez à la fois entre 10h et grosso modo midi l'examen de la proposition de loi sur la rétroactivité des lois fiscales, ensuite sur la neutralité religieuse dans les entreprises et les associations, et en fait vous avez 2 lois sur la rétroactivité des lois fiscales apparemment, puisque apparemment c'est 2 textes différents. Voilà, je vais pas aller plus loin, mais enfin concrètement ça se passe comme ça. Ça veut dire que les députés arrivent avec un travail qui est pas, pour faire un travail qui n'est pas satisfaisant. Heureusement, en tout cas c'est le cas à la commission des lois, et mon voisin de droite va confirmer ce que je dis, enfin il n'osera pas, mais heureusement que nous avons des administrateurs, des professionnels du droit d'excellente qualité, de très grande qualité. Heureusement qu'ils sont là pour regarder, et puis heureusement que les rapporteurs des textes, eux, mais ils sont souvent un peu les seuls, ont le temps de procéder à toutes les auditions, de regarder le texte avec ces professionnels du droit qui sont les administrateurs des commissions, etc. Donc voilà l'évolution, me semble-t-il, qui concourt à une plus médiocre qualité au fur et à mesure du temps qui passe de la façon dont nous légiférons. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être... non mais c'est ça, faut être... qu'est-ce qu'il faut faire il y a eu des choses de fait, déjà. C'est-à-dire qu'il y a eu une réforme constitutionnelle, en 2008, et puis il y a eu l'affaire de l'étude d'impact en 2009, si ma mémoire est bonne, qui améliore le travail, mais à mon avis, c'est pas suffisant, puisque vous savez que maintenant, il y a un délai minimum entre le dépôt d'un texte sur le bureau de telle ou telle chambre et puis le passage en séance, délai qui est de 6 semaines. Alors ça dépend des textes, il y en a pour lesquels c'est suffisant, mais ça ne règle pas le problème de tout ce travail compacté sur 2 ou 3 jours qui ne permet pas à tout le monde de suivre l'ensemble des textes, avec des textes qui sont souvent fondamentaux, importants, etc. etc. Enfin bon, c'est une avancée. L'étude d'impact, je viens de le dire, est aussi
quelque chose qui est plutôt positif. Voilà, mais il faut aller un peu plus loin, me semble-t-il, et j'espère que je suis resté dans le temps qui m'est imparti, je ne sais pas, je vais pas regarder. Je vais résumer les choses en disant, bon, l'affaire de la préparation du texte et de la préparation du travail législatif est importante. Ça marche plutôt bien, comme je viens de le dire, avec le rapporteur du texte, ou les rapporteurs, quelquefois il y en a plusieurs, et puis les professionnels des commissions, pour ce qui me concerne de la commission des lois, mais enfin les autres commissions bénéficient de professionnels de même qualité. Sauf que ça ne suffit pas. Il faudrait que, peut-être pas l'ensemble des parlementaires, mais tous ceux qui s'intéressent au sujet, puisqu'il y a toujours un peu des spécialisations chez les parlementaires, puissent bénéficier de ce temps de préparation, c'est-à-dire très concrètement assister aux auditions. Voilà. Et concrètement encore, demain matin, moi je ne sais pas comment je fais pour assister aux auditions de la commission d'enquête et en même temps, avec l'actuel président de la commission des lois, assister aux auditions du texte de transparence de la vie publique. Voilà, très concrètement, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que j'ai tenu à être extrêmement concret, parce que c'est comme ça que ça se passe, et que donc, si ce travail de préparation dans son principe est pas mal fait, il n'est pas suffisamment partagé. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Il faut du temps supplémentaire. Ma voisine va me dire probablement cumul des mandats. Enfin plutôt non-cumul. Alors moi je peux répondre parce que je suis un cumulard. Et je vais répondre quelque chose qui mérite quand même réflexion. C'est que moi je suis assez mesuré. C'est vrai que c'est un sujet. Moi je ne conteste pas que le cumul des mandats ou le non-cumul, appelons ça comme on voudra, soit un véritable sujet pour une raison simple, c'est que j'ai parlé à plusieurs reprises du facteur temps et que évidemment quand on a plusieurs choses à faire, comme c'est mon cas, on a sans doute moins de temps pour faire une seule chose, c'est-à-dire le travail législatif dont nous parlons. Bon. Maintenant, je crois que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas l'entièreté du problème. Moi, ce qui m'importe pour un représentant du peuple, c'est qu'il soit indépendant. Et quand on voit qu'on veut conjuguer le non-cumul avec la proportionnelle, moi je dis attention, parce que le parlementaire va devoir rendre des comptes à son parti, c'est-à-dire faire les couloirs et les ronds de jambes nécessaires pour être à la bonne place sur la bonne liste et être ainsi élu. Et il aura moins de comptes à rendre à la population qu'il représentera. Il y aura moins de proximité, alors que nos concitoyens demandent cette proximité. Voilà, donc moi je ne suis pas intellectuellement, je ne suis pas forcément hostile à parler du non-cumul des mandats, mais à condition qu'on en aborde la totalité, c'est-à-dire y compris ce que je viens de dire, et par souci de brièveté, je ne vais pas aborder encore d'autres questions, mais bon, il y a quand même un sujet. Et moi qui suis en situation de cumul, je me sens totalement indépendant. Parce que, là encore, soyons extrêmement concrets. Soyons extrêmement concrets. Si on conjugue le non-cumul et la proportionnelle, on va placer des gens, des élus, des parlementaires en situation d'inquiétude pour savoir s'ils auront l'investiture, parce que c'est comme ça que ça se passe. Tout le reste, bon. Et moi, je trouve que des gens comme moi sont assez indépendants parce que implantés, ce qui n'est pas complètement satisfaisant non plus, pour la raison que je disais, c'est-à-dire qu'il faudrait sans doute plus de temps pour tout faire bien. Donc ça, c'est le problème. Mais en même temps, moi, je me sens indépendant, totalement indépendant et totalement dépendant de mes électeurs, ce qui, après tout, en démocratie, n'est pas forcément la plus mauvaise des choses. Voilà. Donc, l'affaire du... Et de tout ça, il faudrait prendre le temps de parler. Comment ça va se passer, le texte sur le non-cumul ? Puisqu'on parle de ça, tiens. Comment ça va se passer, le texte sur le non-cumul ? Ben, ça va se passer comme j'ai dit tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un projet, il y a un projet de loi, il y a un rapporteur ou une rapporteure, je ne sais pas qui sera ou qui est déjà désigné sans doute. Bon, et puis on va venir en commission des lois, il va y avoir des paquets d'amendements qui ne seront pas acceptés pour la plupart. Et puis, ça va être débattu à la va-vite, alors qu'il y a des vrais problèmes profonds. Hein, on parle depuis longtemps du statut de l'élu, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs, enfin en tout cas c'est plus compliqué que ceux qui en parlent.
que le disent ceux qui en parlent, mais donc il faudra avoir le temps de vraies discussions là-dessus pour aller au bout des choses. En tout cas, le temps est sans doute une solution, et donc ça, c'est la raison pour laquelle je me suis permis de faire cette petite incidente sur le cumul ou le non-cumul des mandats. Il y a aussi la sagesse, pardon, mais ça, la sagesse est une solution, serait une solution. Peut-être est-ce que c'est un vœu pieux? C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est déjà, comme je viens de le dire, de prendre le temps nécessaire et puis d'arrêter toutes ces postures qui se pratiquent partout, par la droite quand elle est dans l'opposition, par la gauche quand elle l'est, de la même manière. Ces pratiques d'obstruction, ces pertes de temps, ces verbiages dans les discussions générales pour être au journal officiel de façon à ce qu'on voit qu'on a fait quelque chose, etc. etc. Enfin, faut dire les choses telles qu'elles sont, et enfin, c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas c'est ce que je pense. Voilà, la sagesse, c'est ça, c'est d'avoir du temps utile dans l'intérêt général. C'est aussi de se poser la question de savoir si tel texte est vraiment utile. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas déjà des réponses, soit dans les textes, soit prétoriennes, de façon à éviter de faire un texte pour rien, où on va faire de longs discours, car ça a déjà été dit, je crois, les lois en plus sont bavardes et écrites de manière de plus en plus technocratique, mais voilà, alors l'étude d'impact répond un peu à ce vœu, mais encore une fois, à partir du moment où pour partie ça devient un tract, on a tendance à vouloir faire un texte pour régler un problème, et ça ne le règle pas, et donc on écrit, on réécrit et on surécrit des choses qui finalement sont déjà réglées par la loi. Regardez ce magnifique article 1382 du Code civil, à partir duquel la jurisprudence sur la responsabilité s'est construite. On ne pouvait pas faire mieux de concision, et pourtant ça n'empêche pas de régler l'ensemble des problèmes de responsabilité civile. Et puis enfin, puis je vais en terminer parce que l'impression d'avoir peut-être été un peu long, pardon. Et puis enfin, je pense que ça a été soulevé par le professeur Ray tout à l'heure, et c'est une question fondamentale. C'est d'établir, je ne sais pas trop comment, il faudrait y réfléchir, d'établir un pont entre le législateur et le juge. Parce que cette insécurité juridique qui est épouvantable pour les entreprises, pour les rapports de tous ordres, elle est liée à l'inflation législative, elle est liée aussi aux constructions prétoriennes subséquentes. Et avec cet inconvénient supplémentaire que la loi n'est pas rétroactive, la jurisprudence l'est. Bon, un jour, je ne sais pas, on va prendre un exemple ancien pour être suffisamment lointain. Un jour, la Cour de cassation vient dire que toutes les clauses de non-concurrence qui ne comporteront pas de contrepartie financière, je pense à ça en vous voyant, madame, eh bien, sont nulles. Bon, alors que je ne vais pas rentrer dans le droit des clauses de non-concurrence intérieure, ça prendrait trop de temps, mais bon, ça vient bouleverser les choses. Tous les contrats sont concernés, rétroactivement. Et ça, il y a un sujet. Il y a un sujet qui est lourd, qui est grave au sens latin du terme, c'est que ça supposerait aussi de se poser la question, qui heurte le législateur, du caractère éventuellement normatif de la jurisprudence de la Cour de cassation. Ce qui n'est pas un sujet mince. Et je ne vais pas donner la réponse ici, mais enfin, il doit y avoir une connexion. Alors la QPC est un début de réponse à ça. Il doit y avoir une connexion entre la volonté du législateur, parce que dans un système démocratique, c'est quand même lui qui fait la loi, et puis l'application qui en est faite de façon à ce que son application ne soit pas aussi différente de la volonté du législateur qu'on aboutit à des situations difficiles. Le législateur devrait reprendre la main à chaque fois, il ne le fait pas. Donc l'application de la loi n'est pas forcément l'expression de la volonté du législateur. Voilà quelques réflexions un peu longues et désordonnées. Je vous prie, Madame et Monsieur le Président, de bien vouloir m'en excuser, et je vous jure, je m'arrête là. Nous allons désormais évoquer le travail des commissions et des administrateurs dans l'amélioration de la qualité de la loi. Monsieur Thiers, vous travaillez dans cette maison depuis 20 ans et avez un regard d'expert sur la loi et son élaboration. Aux côtés des législateurs, vous et les administrateurs apportez l'aide technique
et juridique dans l'écriture de la loi, et cette fonction de traducteur de normes du politique au juridique vous donne un grand rôle dans l'amélioration de la qualité des textes. Vous avez la parole. Je vous remercie. C'était assez difficile de prendre la parole après le président Houillon. Et puis, c'est une journée un peu triste aujourd'hui. Je voudrais avoir une pensée pour Guy Carcassonne, évidemment. Je voulais, à titre de préalable, vous dire combien je suis admiratif de l'initiative que vous avez prise, parce que c'est toujours très réconfortant de voir des étudiants s'intéresser non seulement à la loi, mais plus largement au Parlement et à la démocratie. Et puis, je voudrais dire que je m'exprime ici à titre personnel, comme un observateur un peu proche de son objet, et donc qui n'a pas toujours la distance nécessaire, et vous voudrez bien m'en excuser. Je vais certes évoquer le rôle des administrateurs des assemblées parlementaires, mais comme c'est pour moi un sujet qui n'est pas tout à fait essentiel, je vais m'en tenir au préalable au programme qui évoquait le rôle des commissions parlementaires. C'est un rôle qui a connu des évolutions très fortes depuis 2008. Elles sont devenues, ces commissions parlementaires, le centre névralgique de la procédure législative, et leur rôle dans l'élaboration de la loi et dans sa qualité évidemment essentiel. Et puis ensuite, j'évoquerai rapidement les moyens et les conditions d'organisation des travaux des commissions. Alors tout d'abord, le rôle des commissions permanentes dans l'élaboration de la loi. Vous savez que depuis la révision du 23 juillet 2008, l'article 42 de la Constitution prévoit que désormais c'est le texte élaboré par la commission qui va être discuté en séance, hormis quelques exceptions comme les lois constitutionnelles ou les lois budgétaires. C'était déjà le cas auparavant pour les propositions de loi, mais le fait que l'on décide cela pour les projets de loi est une révolution tout à fait discrète, mais ce sont ces révolutions-là qui, généralement, sont les plus durables. Auparavant, avant 2009, date d'entrée en vigueur de cette réforme, le texte gouvernemental, le projet de loi, était celui qui venait en séance. C'est-à-dire que la commission pouvait amender dans tous les sens, prendre des positions extrêmement fortes, symboliques ou concrètes. Néanmoins, il fallait que ce soit elle qui défende sa position en séance, et le gouvernement avait évidemment tout loisir et toutes les possibilités pour s'opposer à des positions de la commission qui ne lui plaisaient pas. Il était très difficile pour les commissions parlementaires de remonter le courant. Depuis 2009, le cours du fleuve, en quelque sorte, s'est inversé, puisque désormais, c'est le texte de la commission qui vient en séance, et il appartient au gouvernement, lorsqu'il est en désaccord avec les positions de la commission, de persuader les parlementaires de revenir sur cette position. C'est en cela que la commission devient le cœur du travail législatif. D'ailleurs, le comité Balladur, et Anne Levade ne me contredira pas, avait envisagé cette réforme en considérant que désormais les commissions pourraient évacuer le maximum de questions techniques et la séance publique deviendrait le lieu du débat politique démocratique où les thèses s'affronteraient de manière claire pour que les citoyens puissent les mettre en perspective. Dans ce nouveau schéma, le rôle du rapporteur est évidemment particulièrement crucial. C'est une sorte de pivot du travail législatif. Le président Houillon l'a évoqué tout à l'heure. Et ça a eu des conséquences sur l'organisation concrète du travail des commissions avec la réforme du règlement de l'Assemblée nationale en 2009. Je vais prendre quelques exemples concrets. Alors certes, tout d'abord, au plan constitutionnel, il y a le délai de 6 semaines ou de 4 semaines selon les cas entre le moment où le texte est déposé et le moment où il vient en séance, qui est censé donner plus de temps aux commissions pour travailler. Il y a la diffusion de ce qu'on appelle le pré-rapport dans notre jargon, c'est-à-dire que le rapporteur, la semaine précédant le passage en commission, diffuse l'état d'avancement de ses travaux, qui sont généralement les commentaires d'articles, une présentation la plus objective possible des articles du projet de loi. Il y a également l'ouverture des auditions des rapporteurs à tous les membres de la commission. C'est une innovation de 2009, ça n'était pas le cas auparavant, pour que tous les membres de la commission, sous réserve de leur disponibilité en matière d'agenda, puissent assister à ces auditions. Il y a aussi, ça c'est très important, l'ouverture des travaux des commissions à la presse et notamment leur diffusion sur Internet. Ça a été le cas sous la précédente législature pour la commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale, à la commission des lois sur l'initiative de Jean-Jacques Urvoas, son président, en juin 2012, et depuis peu à la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un point extrêmement important qu'avait souligné le second rapport du comité Balladur quelque temps après la révision constitutionnelle. C'est un moyen, puisque désormais la loi va se faire aussi en commission, d'informer les citoyens et les gens qui auront appliqué la loi, la manière dont celle-ci est élaborée concrètement par les commissions et les parlementaires.
Je pourrais ajouter aussi la question de la diffusion du texte de la commission au moins 7 jours avant le passage en séance, qui fait que les commissions généralement se réunissent 15 jours avant le passage en séance pour que les parlementaires aient le temps d'amender ce texte qui va désormais être examiné en séance plénière. Bref, la question est souvent celle du rétro-planning, et la vie d'un chef de secrétariat de commission, c'est sans arrêt de faire des agendas, des rétro-plannings, de voir quand il faut prendre tel texte pour qu'il puisse venir en séance dans de bonnes conditions. Alors ceci est moins connu, mais ce nouveau système a eu des conséquences sur le travail côté exécutif. C'est un point qu'on oublie souvent, mais cela oblige le gouvernement à anticiper. Alors, je l'ai vécu dans de précédentes fonctions lors de la mise en place de la réforme de 2008, mais la machine gouvernementale est extrêmement lourde à mettre en œuvre. Il y a un système d'arbitrage, de réunions interministérielles, et souvent on observe que les ministères ont du mal à se mettre en ordre de marche avant la commission. Ils ont l'habitude de le faire avant la séance, mais désormais, il faut qu'ils le fassent aussi avant la commission pour pouvoir négocier avec le rapporteur, défendre leur point de vue et faire en sorte qu'il y ait le moins de friction entre la majorité possible, entre la majorité, le rapporteur, et puis les positions du gouvernement. Et ça, ce travail d'anticipation, il est extrêmement difficile à mettre en place pour des raisons de structure administrative, de fonctionnement de l'appareil gouvernemental. Et je crois que les conséquences de la réforme de 2009, de ce point de vue-là, n'ont pas été totalement... on n'a pas tiré totalement ces conséquences. Donc la commission devient bien un enjeu stratégique dans l'élaboration des lois. Alors je voudrais, en termes d'organisation, évoquer le cas de la commission des lois, que je connais un peu mieux, et que le président Houillon connaît bien. Et tout tourne autour, évidemment, comme cela a été dit, du rapporteur. C'est à lui qu'il appartient de présenter le projet ou la proposition de loi à ses collègues. C'est à lui qu'il appartient d'analyser, d'étudier, de faire des propositions. Et ce travail est à la fois technique et politique. Politique parce qu'il inclut des espaces de discussion, de dialogue avec l'exécutif, avec les cabinets ministériels, éventuellement avec ses homologues du Sénat, mais également avec les forces sociales. Et Jean-Emmanuel Rey a évoqué les perspectives qui s'ouvrent avec une éventuelle révision constitutionnelle en la matière. Alors pour cela, le rapporteur peut compter sur l'expertise des administrateurs des services de l'Assemblée. Pour prendre l'exemple de la commission des lois, c'est une petite équipe très soudée de 8 administrateurs qui ont chacun un secteur de compétences et de 2 administrateurs adjoints. J'insiste sur leur travail parce qu'il est méconnu et c'est eux qui vont notamment traiter toute l'organisation des amendements et la construction du texte qui sera adopté par la commission et qui va être ensuite examiné en séance publique. C'est un travail très complexe et souvent méconnu. Les administrateurs aident le rapporteur à organiser les auditions, à préparer les amendements qu'il souhaitera déposer. Tout cela sous l'autorité du rapporteur. Et je voudrais insister sur ce point-là. Contrairement à parfois ce qu'on lit, certains fantasmes, l'éthique du fonctionnaire parlementaire est de toujours travailler sous l'autorité politique du rapporteur. Ça, c'est vraiment l'alpha et l'oméga du fonctionnaire parlementaire. C'est qu'il cherche à éclairer le parlementaire sur les choix possibles, mais le choix est toujours opéré par le député. Ça, c'est vraiment la règle absolue. Ça fait partie de notre éthique. Donc il aide à la préparation du rapport, à la préparation technique des amendements. Et de ce point de vue, puisqu'on va en venir au sujet sur la qualité de la loi, il contribue d'une certaine manière à cette qualité avec le souci constant de respecter notamment cet objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi. Et ça, c'est véritablement un souci que nous avons à chaque instant et que les députés ont évidemment à chaque instant. Je voudrais aussi ici évoquer le rôle de la division des lois qui est auprès du service de la séance, qui a pour fonction de nettoyer le texte. Alors c'est une expression qui n'est pas très connue, mais qui consiste à faire en sorte que le texte de la commission soit, du point de vue légistique, comme on dit, parfaitement conforme aux règles habituelles. Cela contribue aussi à la qualité de la loi et à son intelligibilité. Je voudrais, juste avant de conclure, évoquer 2 choses. C'est la montée en puissance des propositions de loi. Ça n'a pas encore été tout à fait abordé. Mais c'est vrai qu'avec un ordre du jour qui est désormais partagé, on observe que des propositions de loi de plus en plus nombreuses sont examinées. Et pour ça, on dispose d'un outil sur lequel il faudrait revenir. On n'a pas le temps, mais qui est l'avis du Conseil d'État. La Commission des lois a beaucoup consommé, a été grande consommatrice de cette procédure. Je prendrai quelques exemples. Les lois de simplification
simplifications qui ont été conduites sous l'autorité de Jean-Luc Warsmann, précédent président de la commission des lois, mais également, par exemple, la loi sur les armes à feu, qui était très complexe à élaborer, qui est la suite d'une mission d'information de la commission des lois, qui a fait l'objet d'une proposition de loi, majorité-opposition d'ailleurs, puis examinée par le Conseil d'État pour avis, et ensuite vue par la commission des lois en séance et adoptée définitivement il y a quelques mois. Deuxième outil auquel on a fait référence, ce sont les études d'impact. Les études d'impact, alors leur objectif initial, selon les concepteurs, était de fermer le robinet normatif. C'est-à-dire qu'on considérait qu'à partir du moment où on allait faire une étude d'impact, on allait se poser la question, est-ce qu'il est opportun ou pas de légiférer ? Alors, je ne suis pas sûr que cet objectif très vertueux initial ait été totalement atteint. Cela dit, l'étude d'impact est devenue un outil extrêmement intéressant pour les députés et pour les administrateurs par voie de conséquence, parce que ça permet de mettre en évidence un certain nombre d'informations, de les officialiser, d'introduire une sorte de porte d'entrée dans le dialogue avec les cabinets, avec les services. Par exemple, pourquoi vous avez mis ça dans l'étude d'impact, pourquoi il n'y a pas ça, etc. etc. Et c'est un outil qui s'améliore sans cesse sous l'impulsion du secrétariat général du gouvernement, des administrations qui font un énorme effort pour les élaborer, et du Conseil d'État qui les contrôle en application de l'article 39 de la Constitution. Alors, évidemment, le tableau n'est pas idyllique, sinon on ne serait pas là pour en parler, de la qualité de la loi. La principale difficulté à laquelle on est confronté, et là je ne vais pas faire preuve d'une grande originalité, c'est évidemment le temps. Outre la question de l'agenda des parlementaires qui renvoie à d'autres problématiques comme celle du cumul, il y a une accélération du rythme législatif, mais que l'on observe de manière constante et qui est sans doute liée à des questions tout à fait structurelles. Alors, le quinquennat est évidemment un motif d'accélération institutionnelle évident, la société sans cesse en mutation, et puis la dissociation des rythmes médiatiques et des rythmes de l'exécutif, alors que le Parlement, par définition, est une institution collégiale avec le système de la navette parlementaire qui demande du temps. D'ailleurs, on voit l'annonce faite récemment par le président de la République d'avoir recours aux ordonnances et la mise en problématique, la mise en évidence de la dissociation entre ces deux rythmes, le rythme législatif et le rythme de l'exécutif, lorsqu'il souhaite réformer. De ce point de vue-là, moi je crois qu'il n'y a pas de miracle. Quand on manque de temps, je ne dis pas qu'on fait moins bien la loi, mais on prend le risque de moins bien la faire. On essaye de limiter ces risques au maximum, mais je suis assez, pour ma part, dubitatif sur la capacité que l'on aurait à dilater au maximum le temps législatif pour faire une loi d'une qualité extraordinaire, parce que, évidemment, la loi, ça n'est pas un objet glacé, elle doit répondre à des impulsions sociales, politiques, et évidemment, on ne peut pas les laisser comme ça sans réponse ad vitam aeternam. D'ailleurs, de ce point de vue-là, je voudrais insister en conclusion sur le fait que le processus législatif n'est pas un processus technique, et Madame Le Maire l'a évoqué lors de son intervention. C'est un processus politique, au sens démocratique du terme, qui n'est pas linéaire, qui est éminemment complexe. Et je voudrais mettre l'accent sur un point qui n'est pas souvent observé, c'est que le Parlement est une institution qui est mise en réseau, et depuis 2008, encore plus qu'avant. Mise en réseau pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le Parlement est dans un réseau institutionnel, dans ses relations avec l'exécutif, avec d'autres organes comme le Conseil d'État, je l'ai dit, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel, avec la QPC, des phénomènes de rétroaction et de retour vers le législateur de questions, avec l'Europe évidemment. C'est aussi la mise en réseau démocratique, avec les citoyens, ça va de soi, avec les partis politiques, avec les lobbies dont on va parler tout à l'heure, également les partenaires sociaux que l'on a évoqués précédemment. Par ailleurs, le Parlement lui-même n'est pas fait d'un bloc, c'est une instance collégiale. On retrouve la question du bicamérisme, la question des rapports entre la majorité et l'opposition, certaines majorités aussi qui peuvent être composites, et puis les parlementaires eux-mêmes sont des individualités qui, même si les groupes politiques ont une tendance à chercher à unifier leur position, ont leur originalité, leur point de vue, et les défendent souvent de manière très, très forte. Bref, la qualité de la loi, c'est un objectif à poursuivre et à atteindre, mais je voudrais insister sur le fait que la loi n'est pas un objet froid, glacé, technique, que par ailleurs la notion de qualité de la loi est parfois très subjective.
difficile à définir. Et en conclusion, je voudrais dire que ce n'est pas un motif pour ne pas avoir en tête cet objectif, mais c'est aussi une raison pour ne pas être trop sévère parfois avec le Parlement et avec les parlementaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Thiers. Originalité de ce colloque ouvert sur le monde et sur la société. Nous accueillons aujourd'hui le lobbyiste Pascal Talon, qui est fondateur du cabinet de lobbying Bourry Talon et Associés. Les lobbies, justement, qui ont fait l'objet d'un rapport récent du vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Sirugue, qui reconnaît leur implication effective dans le processus normatif. Monsieur Talon, je l'espère, nous expliquera les quelques ressorts de son métier et de sa contribution à l'amélioration ou à la dégradation de la qualité de la loi. Je voudrais juste préciser, je ne suis pas fondateur du cabinet Bourry Talon Associés. D'ailleurs, il s'appelait Bourry et Associés, ce qui prouve qu'à ce moment-là, j'en étais pas le fondateur. Je vous remercie donc de cette invitation. Je trouve cette réunion vraiment très intéressante. Et je vois bien que nous, les défenseurs de groupes d'intérêt, on est une pièce rapportée dans ce programme qui est composée soit de juristes, soit de parlementaires, enfin de gens qui font la loi. Et je dirais qu'à la limite, c'est plutôt une bonne chose qu'on soit une pièce rapportée dans ce programme, dans le sens où il n'y a pas de raison pour que les groupes d'intérêt soient en tout cas au cœur du réacteur de l'élaboration de la loi. Il faut qu'on soit à côté, pas très loin, mais qu'on soit au cœur du réacteur me paraîtrait relativement anormal. Alors en disant ça, j'ai presque déjà conclu, je pourrais peut-être m'arrêter là. Non, je vais d'abord vous présenter la FCL. Donc la FCL, c'est l'Association française des conseils en lobbying et affaires publiques. On a rajouté affaires publiques parce que le mot lobbying en France, parfois, bon, vous voyez, c'est pas toujours bien considéré, mais on l'a gardé. Le vocabulaire qui est retenu par l'Assemblée nationale est celui que vous avez adopté dans votre programme, celui de défenseur de groupes d'intérêt, ce qui est pas mal aussi, c'est un bon vocabulaire. Nous, et avant de venir au cœur de mon exposé, je voudrais rajouter quelque chose. Peut-être que c'est hors sujet, je ne sais pas. Je voudrais souligner que pour moi, c'est peut-être aussi le fait d'être en contact avec les milieux économiques en permanence. Mais je pense qu'un des aspects, quand on parle de qualité de la loi, c'est l'aspect de compétitivité de la loi. Je suis vraiment désolé parce que je vois bien qu'on peut regretter, et personnellement, je regretterais plutôt d'avoir à souligner ce point-là et à se poser cette question. Mais la question de la compétitivité de la loi, je le dis vraiment d'autant plus cette année, parce que depuis l'année dernière, j'ai pu constater pour beaucoup de clients qui ferment des usines en France, qui ferment des unités de production en France, que souvent, très souvent, le caractère anticompétitif, ça se dit ça ? Le caractère anticompétitif de dispositions législatives, de la loi en général, parfois même de la loi constitutionnelle, a joué. Je vous donne un exemple. J'étais chez un ministre avec un de mes clients il y a 10 mois, et qui demandait pourquoi on ne pouvait pas faire du raffinage en France. C'était lié au dossier de Petroplus. Bon, c'est pas une question alors vraiment, je suis le premier à aborder des sujets économiques, ça me fait un petit peu peur. Mais c'est pas une question de coût du travail. Le coût du travail dans l'industrie pétrolière, il est élevé, mais il est élevé partout. Les salaires sont bons dans l'industrie pétrolière partout dans le monde. Mais en France, il n'y arrive pas. C'est un pétrolier donc, qui en a à Berre et qui en a en Normandie. Et il a d'abord voulu agrandir sa raffinerie. Il n'a pas pu agrandir sa raffinerie parce que enquête publique, recours. Alors on rejoint le rapport dont vous avez parlé tout à l'heure, Président. Aidez-moi, Lambert Boulard. Donc les coûts de production, on ne peut pas faire venir évidemment un oléoduc parce que trop compliqué. On ne peut pas faire venir des grands bateaux parce que des grands pétroliers, pas possible. Quand on fait venir un petit, il peut rester 40 jours au large avant que le préfet maritime veuille bien autoriser que. Ils ont abandonné. Il faut bien comprendre que pour eux, la qualité de la loi, c'est ça. Alors peut-être que je suis hors sujet, si je suis, vous me faites un petit signe avec la main, il n'y a aucun problème. Parce que c'est bien possible que je sois un petit peu à côté du sujet, mais je voulais quand même le dire, ça. Il y a un problème de compétitivité. En même temps, en le disant, je vois bien que c'est pas beau, mais il y a un problème de compétitivité de la loi qui peut poser à terme des problèmes de compétitivité pour le pays, des problèmes d'emploi. Bon, voilà. Je vais en venir maintenant au rôle des groupes d'intérêt. Alors, vous avez demandé est-ce que les groupes d'intérêt interviennent de manière heureuse ou malheureuse dans le processus législatif.
d'élaboration de la loi. Nous, on considère que les groupes d'intérêt interviennent peu, si possible, le moins possible, dans le processus législatif. Sur le papier, en théorie, à la limite, si on était en théorie libérale, on pourrait dire plus les groupes d'intérêt interviennent, et puis au bout d'un moment, la somme de toutes ces forces fait que la loi est parfaite. Parce qu'elle résulte de toutes les forces et de toutes les énergies, au sens positif du terme, des défenseurs de groupes d'intérêt. Bon, moi j'y crois assez peu, et je pense que nous, à la FCL, on y croit assez peu, et on pense que notre intervention dans le processus législatif doit être une intervention très modérée, extrêmement respectueuse. On s'est doté de règles importantes, on s'est doté d'une charte de déontologie. Si vous voulez, par exemple, excusez-moi. Voilà. Si vous voulez, par exemple, si les groupes d'intérêt interviennent dans la loi, il faut que ces groupes d'intérêt soient respectueux du processus parlementaire dans le sens où, d'abord sur le plan des méthodes et sur le fond. Sur le plan des méthodes, ça signifie pour nous que intervenir dans le débat, ça n'est pas, par exemple, faire le coup de force, faire les bras de fer, déverser du purin devant la permanence de M. Houillon. Ah bon, voilà. Si vous voulez, il y a d'abord un aspect de méthode, si on veut que le rôle soit positif, qui doit être extrêmement respectueux. Et il y a un point qui n'est pas souvent mentionné, mais qui est très important dans la charte de déontologie des lobbyistes en France, c'est que on n'a pas le droit de véhiculer, de transmettre des informations ou des messages qui soient volontairement faux. Donc c'est vraiment un point qui est extrêmement important. Notre charte, elle est opposable. Hein. On peut nous la retourner. On a déjà eu des confrères qui ont été poursuivis par leurs clients parce qu'ils n'avaient pas respecté la charte. Cette charte, elle est opposable. C'est pour nous un point très important. On doit absolument faire passer des informations qui soient fiables. Et c'est, à mon avis, avec des conditions donc, de bonne méthode, d'une part, et sur le fond, de bonne qualité de l'information, qu'on peut avoir une contribution qui soit positive au débat et qu'on peut faire comprendre des choses aux parlementaires. Je crois que les parlementaires, le gouvernement d'ailleurs, les conseillers des ministres, les administrations, les parlementaires, tous ceux qui interviennent dans le processus législatif, on peut leur apporter énormément de choses, à condition effectivement de respecter ces conditions. Je voudrais souligner un dernier petit point en partant d'un exemple. Il y a une loi là, qui arrive, qui est la loi de M. Hamon sur la protection des consommateurs. Alors, il y a un des chapitres qui intéresse énormément Joël Simon, qui est les actions de groupe, mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de la partie qui concerne le crédit consommation. Depuis les deux lois qu'on appelle les lois Scrivener, que vous connaissez, puis la loi Lagarde, on a cherché à essayer de diminuer, de protéger le consommateur, en particulier contre les risques de surendettement qui sont liés à l'acceptation de crédit consommation. En fait, quand vous regardez les statistiques de la Banque de France, vous voyez que le surendettement monte exactement quand il y a des mauvaises périodes en termes d'emploi, et le surendettement redescend quand l'emploi va mieux. Bon, voilà. Et en fait, la loi n'y peut pas grand-chose. Voilà ce que montrent les statistiques de la Banque de France. Et aujourd'hui, alors que tous les décrets de la loi Lagarde ne sont pas pris, tous les décrets qui découlent de la loi Lagarde ne sont pas pris, on est en train encore de légiférer. Donc c'est ça aussi qui joue. Vous voyez, c'est ça qui joue pour les secteurs économiques. Il faut y penser. Donc un peu de lenteur, c'est pas mal en réalité. Un peu de lenteur, c'est pas mal. Si je devais donner une conclusion, c'est... J'allais dire, tout à l'heure, Madame la députée, vous avez dit un des éléments qui font une mauvaise qualité de la loi, c'est la lourdeur et sa complexité. Et ben, je rajouterais volontiers l'inconstance. L'inconstance de la loi. Ça, c'est quelque chose que nos clients déplorent énormément. Alors, et je le dis d'autant plus que nous, en tant que secteur économique, mais ce sera peut-être ma conclusion, nous, en tant que secteur économique, on a connu une très forte expansion lors du dernier quinquennat, et cette très forte expansion, on l'a analysée entre nous, elle est liée de manière très claire à un rythme législatif effréné.
Voilà, c'était ma conclusion. Je vous remercie.